L'Égypte est en première ligne face au terrorisme. Message délivré aujourd'hui par le chef de la diplomatie américaine en visite au Caire. John Kerry poursuit sa tournée dans le monde arabe pour mettre sur pied une coalition contre l'EIL. Le Premier ministre ukrainien estime que la Russie veut éliminer l'Ukraine. Il s'exprimait avant que les combats reprennent à Donetsk. Excusez-moi. Des tirs d'artillerie sur l'aéroport de la ville constituent la plus grave violation du cessez-le-feu depuis 8 jours. Et puis une image, un symbole en France. L'ancien trader Jérôme Kerviel, tout juste sorti de prison, s'est rendu ce matin à la fête de l'UMA. Il était venu remercier ceux qui l'ont soutenu lors de son procès intenté par la Société Générale. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur France 24. L'Ukraine, où apparemment s'est déroulée ce samedi la plus grande violation du cessez-le-feu depuis son entrée en vigueur. L'aéroport de Donetsk a été la cible de violents tirs d'artillerie. Les autorités ukrainiennes affirment avoir repoussé un assaut des séparatistes. Et avant cet épisode, le Premier ministre ukrainien avait estimé qu'il était prématuré de parler d'un règlement de la crise ukrainienne. Arseniy Yatsenyuk qui a accusé le président russe de vouloir tout simplement éliminer l'Ukraine. On l'écoute. Il est clair pour moi que le but ultime du président Poutine, ce n'est pas juste de prendre Donetsk et Luhansk. Son but est de prendre l'Ukraine entière. Il ne peut pas se faire à l'idée que l'Ukraine fasse partie de la grande famille de l'Union européenne. Il veut restaurer l'Union soviétique. La Russie est une menace à l'ordre mondial et à la sécurité et la stabilité de l'Europe tout entière. Et puis l'autre casus belli du jour, c'est l'arrivée à Louhansk d'un deuxième convoi de camions russes. Un convoi d'aide humanitaire selon Moscou, mais qui provoque une fois de plus la colère de Kiev. Les explications en images. À leur arrivée à Louhansk, les camions russes sont d'abord inspectés par les séparatistes, puis le déchargement commence. Les chauffeurs russes et les responsables de cet entrepôt tiennent le même discours. Selon eux, le convoi ne contient que de l'aide humanitaire. Jusqu'à maintenant, on a déchargé 8 camions dans lesquels il y avait du riz, du sucre, ainsi que du poisson et de la viande en conserve. On apporte de la nourriture, des médicaments, du matériel technique et des vêtements pour ceux qui en ont besoin. La Russie affirme que plus de 300 poids lourds ont fait le voyage et prétend que les douanes les ont inspectés lors de leur passage à la frontière ukrainienne. Ce que Kiev a aussitôt démenti. Les Russes ont illégalement fait entrer leur soi-disant convoi humanitaire. Les officiers des douanes ukrainiennes n'ont pas été autorisés à contrôler et à enregistrer les cargaisons des véhicules. Aucun représentant de la Croix-Rouge n'accompagnait ce convoi et son contenu est inconnu. En août dernier, l'arrivée d'un premier convoi russe avait suscité la colère des autorités ukrainiennes. Mais cette fois-ci, le contexte est différent. L'accord de cessez-le-feu, signé la semaine dernière à Minsk, convenait de l'envoi d'aide humanitaire dans l'est de l'Ukraine, où des centaines de milliers de personnes sont privées d'eau et d'électricité. Et puis toujours à propos de l'Ukraine, la France n'a pas décidé encore si elle allait bien livrer ses 2 navires Mistral à la Russie. Mais en attendant, le premier de ces 2 bateaux est sorti pour la première fois du port de Saint-Nazaire pour des essais en mer avec à son bord des marins russes. Nos confrères de France 2 étaient présents pour les premiers pas du Vladivostok. Cap à l'ouest pour le Vladivostok. Le porte-hélicoptère quitte le port de Saint-Nazaire à l'aube pour 10 jours d'essais en mer. Un colosse de 200 mètres de long, l'un des 2 navires Mistral assemblés au chantier naval. Et dès 4 heures du matin, les curieux sont venus assister au départ. Quand on est de Saint-Nazaire et qu'on aime la mer en plus, comme je l'aime, on a envie de voir ces navires et de les voir partir. Je viens voir les mers qui sont construites à Saint-Nazaire parce que c'est le savoir-faire des chantiers de Saint-Nazaire. Alors au-delà de toutes les considérations géopolitiques. À bord du Vladivostok, pour la première fois, quelques 200 marins russes appareillent. Ils doivent prendre leur marque dans ce bâtiment commandé par Vladimir Poutine il y a 3 ans. Un contrat pour 2 navires signé avec Nicolas Sarkozy, montant 1,2 milliard d'euros. Mais la semaine dernière, François Hollande, pressé par les alliés occidentaux, annonce qu'il suspend la livraison à la Russie. Les conditions doivent être réunies pour que le navire soit livré. Quelles sont les conditions? Un cessez-le-feu et un règlement politique. Aujourd'hui, ces conditions ne sont pas réunies.
Une livraison suspendue, mais pas encore annulée. Le Vladivostok devait être livré aux Russes le 1er novembre. Si la situation s'améliore en Ukraine, le président de la République pourrait tout de même donner son feu vert à la fin du mois d'octobre. Le chef de la diplomatie américaine est au Caire ce samedi dans le cadre de sa tournée dans le monde arabe. Tournée destinée, vous le savez, à mettre sur pied une coalition internationale contre l'organisation de l'État islamique. La veille, il était en Turquie, Ankara, qui refuse pour l'instant de participer aux actions militaires contre les djihadistes. L'Égypte, de son côté, reste toujours un partenaire clé des États-Unis dans la région. John Kerry l'a répété, écoutez. Le ministre des Affaires étrangères, M. Choukri, et moi-même sommes constamment en contact. Et je pense que nous avons une très forte relation de travail qui est déterminante pour les initiatives sur lesquelles nous travaillons. Je suis très reconnaissant envers M. Choukri et le président Al-Sisi pour leur invitation à revenir ici pour parler de la coalition que nous construisons pour contrer l'État islamique. Et ce discours de John Kerry a été suivi par notre correspondante au Caire, Sonia Dridi. On la retrouve tout de suite. Sonia, les États-Unis, je le disais, comptent beaucoup sur leur allié traditionnel. Oui, John Kerry a insisté sur le rôle clé de l'Égypte dans la lutte contre le terrorisme. Les forces de l'ordre égyptiennes sont victimes d'attaques quasi quotidiennes dans la péninsule du Sinaï depuis la chute des islamistes. Et selon certaines informations, les groupes djihadistes qui se trouvent dans le Sinaï seraient de plus en plus influencés par l'organisation de l'État islamique. Et donc, Washington compte vraiment sur le Caire pour intensifier sa lutte contre le terrorisme. Alors de son côté, le chef de la diplomatie égyptienne a rappelé la détermination du Caire à lutter contre les extrémistes et à faire partie de cette coalition internationale. En même temps, il y a quelques jours, le ministre égyptien des Affaires étrangères a aussi affirmé que l'Égypte avait sa propre bataille à livrer contre le terrorisme et donc qu'elle n'allait pas déployer toutes ses ressources en faveur de cette coalition internationale. Et tout comme la Turquie, l'Égypte n'a pas l'intention d'apporter un soutien militaire. Donc on le voit aussi quelques réticences du côté du Caire. Et puis il faut rappeler que l'Égypte s'est sentie abandonnée par Washington dans sa lutte contre les frères musulmans, qu'elle considère comme un mouvement terroriste. Donc le secrétaire d'État américain était aussi ici au Caire venu tenter de venir regagner la confiance des Égyptiens. Et les États-Unis comptent aussi beaucoup sur l'Égypte pour le dossier libyen. Oui, et l'Égypte fait du dossier libyen l'une de ses priorités. Le Caire craint vraiment la répercussion de la situation en Libye sur son territoire. La frontière entre la Libye et l'Égypte est une autre porte d'entrée pour les armes et les militants islamistes. Récemment, une vingtaine de soldats égyptiens a été tués par un commandant armé à un checkpoint à la frontière entre l'Égypte et la Libye. Et ça avait vraiment ému tout le pays. Donc les autorités égyptiennes sont déterminées à repousser cette menace grandissante. L'Égypte a affirmé qu'elle allait soutenir les autorités légitimes libyennes en apportant un soutien politique et militaire. On peut imaginer également la livraison d'armes prochaine. L'Égypte a aussi lancé une coopération régionale avec les voisins de la Libye. Donc on le voit, l'Égypte est déterminée à agir et tout comme dans le dossier israélo-palestinien, les États-Unis comptent vraiment sur le Caire pour cet autre dossier très important dans lequel Washington a moins de leviers d'action. Merci beaucoup Sonia Dridi en direct du Caire. L'Écosse est à 5 jours de son référendum pour ou contre son indépendance. Le ton monte, plus de 10 000 partisans du non ont manifesté dans les rues d'Édimbourg aujourd'hui. Parmi eux des Écossais, bien sûr, mais aussi des orangistes, ces Irlandais du Nord très opposés au morcellement du Royaume-Uni. Un dernier sondage les donne d'ailleurs gagnants. L'étude Survation, commandée par la campagne pro-Union, crédite le non de 54% des intentions de vote, vous le voyez, contre 46% pour le oui. Les sondages précédents néanmoins donnaient un résultat beaucoup plus serré. Puis jeudi, plus d'1 million d'Écossais n'auront pas le droit de voter parce qu'ils vivent à l'étranger. Sur ce point, regardez le reportage de Robin Izet, Louis Massy et Claire Price de l'AFP. À des milliers de kilomètres de l'Écosse, la ville d'Hong Kong est encore marquée par les noms des anciens colons écossais. Ceux qui y vivent aujourd'hui ont les yeux rivés vers leur pays d'origine à une semaine du référendum sur l'indépendance. Mais ils devront se contenter de ce rôle d'observateur.
Je suis un Écossais patriote et j'aimerais voter. Mais je ne vis pas là-bas. Je n'y paye pas mes impôts et le vote n'aura pas d'impact sur ma vie. Donc voter en fonction de là où on vit plutôt que de là où on vient, ça me paraît normal. Pour voter lors du référendum, il faut donc résider en Écosse et être âgé d'au moins 16 ans. Ce sont les indépendantistes qui sont à l'origine de cette décision. Je pense que les Écossais nationalistes craignent que les Écossais vivant à l'étranger ne soient pas en faveur de l'indépendance. Et cela agace beaucoup d'entre eux. Colin Shepherd tient un pub écossais à Paris. Lui est à 100% pour l'indépendance et considère ce référendum comme un triomphe de la démocratie. Une chose est sûre, jamais il n'y aura un autre vote d'une telle ampleur dans l'histoire du Royaume-Uni. Un vote dans lequel la population est autant engagée. Pour le moment, on prévoit une participation de 80%. C'est incroyable. Environ 1 million d'Écossais vivent à l'étranger. Où qu'ils soient dans le monde, ils suivront attentivement le scrutin qui déterminera l'avenir de leur mère patrie. Un trader à la fête de l'UMA, le rassemblement annuel de la gauche française. L'image en a surpris plus d'un, mais il ne s'agit pas de n'importe quel trader. Jérôme Kerviel, tout juste sorti de prison, toujours bracelet électronique à la cheville, était invité par Jean-Luc Mélenchon. Reportage de nos confrères de France 3. Le symbole a de quoi surprendre. Ce matin, l'ancien trader Jérôme Kerviel, en liberté conditionnelle, était l'invité de Jean-Luc Mélenchon, le tribun rouge anti-finance. Et vous savez ce qu'on lui dit à la banque? Est-ce qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, l'ancien trader que vous étiez, s'imaginer un jour à la fête de l'UMA? J'étais dans une bulle coupée de tout et c'était inimaginable. Enfin, on était entre traders, entre cons. On était entre cons, voilà. Et coupé du monde et en dehors des réalités. Et aujourd'hui, je reviens dans la réalité. Les militants sont partagés, eux, devant cette nouvelle icône. Mais pour Jean-Luc Mélenchon, ne pas soutenir Kerviel, c'est passer à côté de l'histoire. Voyez-vous, quand Dreyfus est accusé à tort, il y a eu un débat dans la gauche. Qu'on défendait Dreyfus, c'était absurde. C'était un capitaine de droite, antisocial. J'ai fait le même raisonnement que le grand Jaurès. Est-ce que je m'occupe de savoir quel est son métier? Est-ce que je m'occupe de la couleur de sa peau? Est-ce que je m'occupe de sa religion? Ou bien est-ce que je vois un être humain qui a des droits comme moi? Et justement, comme il est très éloigné de moi à cet instant, je lui tends la main. Cet après-midi, d'autres invités rebelles sont attendus à la fête de l'UMA, les frondeurs du Parti socialiste. La semaine prochaine, la compagnie aérienne française Air France ne devrait assurer qu'un vol sur 2. Lundi, en tout cas, sans doute encore moins mardi et mercredi, en cause une grève massive des pilotes qui s'opposent à la future stratégie low cost de l'entreprise. Et à ce propos, à noter que la compagnie low cost EasyJet en profite pour déployer plus de 1000 places pour des vols Paris-Nice et Paris-Toulouse. Le malheur des uns et le bonheur des autres, visiblement. L'été indien, en tout cas, ne fait pas le bonheur des habitants de la Californie. Des feux de forêt ont éclaté ce vendredi près de San Diego. Les flammes ont déjà dévoré 526 hectares et menacent une trentaine d'habitations qui ont dû être évacuées. Inès Solagaray. Le nuage de fumée peut se voir à des dizaines de kilomètres à la ronde. Ce parc national du sud de la Californie est en proie aux flammes depuis vendredi matin. Situé dans les montagnes de Santa Ana, il se trouve à environ 80 km au sud-est de Los Angeles, dans le comté d'Orange. Le feu s'est étendu sur plus de 500 hectares et progresse vers les habitations. La police locale ne veut prendre aucun risque. Elle a ordonné l'évacuation d'une trentaine de maisons situées sur la trajectoire de l'incendie. Une centaine de pompiers sont à l'œuvre, soutenus par des avions qui répandent un liquide ignifugeant afin de stopper l'avancée des flammes. Les feux de forêt sont fréquents en Californie à cette période de l'année en raison des vents secs et des températures élevées. Le travail des secours pourrait devenir encore plus difficile. Une nouvelle vague de chaleur est prévue jusqu'à mardi. Les températures pourraient monter jusqu'à 38 degrés à Los Angeles et jusqu'à 45 degrés dans les zones désertiques de la région. Et on termine avec cette bonne nouvelle, la qualification de la France pour la finale de la Coupe Davis. Le double Richard Gasquet et Joe-Wilfried Tsonga a battu les Tchèques Tomas Berdych et Radek Stepanek en 4-7, 6-7, 6-4, 7-6, 6-1. Ils affronteront la Suisse ou l'Italie en finale du 21 au 23 novembre prochain.
Fin de cette édition. Restez avec nous sur France 24. L'information internationale continue.